Imagine si depuis plusieurs années tu pensais que quelque chose était vrai et tu apprends soudainement que c'est faux, qu'on t'a en fait manipulé. Tu serais probablement déçu dans un premier temps, puis content de finalement connaître la vérité. Eh bien, c'est le but de cette vidéo. Je te rassure, je ne vais pas t'annoncer que le Père Noël n'existe pas, car c'est faux, en plus le Père Noël existe. Mais dans l'idée, je vais te dévoiler 7 grands mensonges du calisthenics auxquels tu crois probablement encore, alors qu'ils sont pourtant totalement faux. Peut-être même que ces mensonges ralentissent ta progression et te font faire des erreurs dans tes entraînements. C'est pour ça que Simon SW est là pour rétablir la vérité et pour te guider vers le droit chemin. Du moins, je l'espère. Allez, c'est parti. Il faut avoir beaucoup de force en calisthenics pour faire des mouvements comme le muscle up, le front lever ou la planche. C'est probablement la pire idiotie qu'on puisse entendre. Sincèrement. La force en calisthenics vient toujours dans un second temps. Il faut certes en avoir un minimum au début, mais dans la majorité des cas, si tu n'arrives pas à réaliser un mouvement, ce n'est pas du tout à cause de la force. Et là, tu vas me dire, comment ça? Je suis rendu à la tuck planche, j'essaye la straddle planche, mais je n'y arrive pas. Je vois bien que j'ai pas la force de réussir. Et malheureusement, voici exactement l'erreur fatale dans laquelle tout le monde tombe, et moi le premier. Je vais te faire une métaphore pour que tu comprennes. En sport de combat, tu peux prendre deux individus qui ont exactement la même force. L'un s'entraîne justement en sport de combat depuis 1 an et l'autre fait de la musculation depuis 1 an. On leur demande à chacun de frapper le plus fort possible dans un sac de punching ball. À votre avis, qui va frapper le plus fort ? Eh bien, en réalité, ils ont tous les deux la même force, donc logiquement, le sac devrait partir aussi loin des deux côtés. Et pourtant, celui qui fait du sport de combat depuis 1 an a mis littéralement une misère aux pratiquants de musculation. Son sac est parti genre 3-4 fois plus loin. Et là, on devient fou. Comment c'est possible que deux personnes qui ont exactement la même force créent une telle différence dans leur capacité à frapper dans un sac? Eh bien la réponse, je ne vais pas la faire plus tarder, c'est parce que le boxeur a travaillé sa technique de frappe depuis plus d'1 an. Et ce qui lui permet d'utiliser sa force et de frapper aussi fort, c'est justement sa technique. En calisthenics, c'est exactement pareil. La technique te donne accès à la force. Je répète, la technique te donne accès à la force. Lorsque tu apprends un nouveau mouvement, les gains au début sont toujours techniques. Tu ne peux pas développer ta force si tu as une mauvaise technique. Tout simplement car tu n'engageras pas les bons muscles. Et parfois même, tu ne pourras tout simplement pas forcer. Pour te donner un exemple concret, on va voir le grip en planche. Ok, vous allez voir, le tips est littéralement game changer. En gros, c'est vraiment juste pour vous montrer à quel point juste les petits conseils techniques, ça fait une différence de fou sur les mouvements. En gros, pour montrer en fait l'influence du grip, c'est-à-dire que la plupart vont mettre en fait du poids sur l'avant de la main ici, ce qui va en fait complètement les empêcher de forcer et de développer leur force aux endroits qui sont intéressants, donc avant-bras, biceps, deltoïdes, etc. Pourquoi ? Parce que s'il y a trop de poids ici, en fait quoi qu'il arrive, vos jambes, vos bassins vont tomber de ce côté-là. En fait la plupart des gens ont du coup leurs jambes, leurs pieds qui tombent vraiment de ce côté, tout simplement parce qu'ils ont trop de poids ici. Et là forcément, si j'ai trop de poids ici, je peux forcer autant que je veux, je peux pas je peux rien faire, parce que j'ai trop de poids ici. A l'inverse, si vous avancez beaucoup plus et que du coup votre ligne de phalange, au lieu d'être vers le bas, elle est beaucoup plus inclinée comme ça, droite ou un peu plus de ce côté-là, donc vers le haut comme ça, là ça veut dire que vous êtes vraiment à l'avant et donc que vous forcez avec vos deltoïdes, biceps, avant-bras, etc. Et sur la tuck planche, rien que sur la tuck planche, on voit directement la différence si je m'avance beaucoup plus. Et du coup, c'est vraiment un mini tips technique et il y en a plein d'autres des tips techniques. Et si vous faites ça, vous voyez que ça a un impact sur vos mouvements qui est déjà énorme. Et ce qui est fou, c'est que la majorité des athlètes en planche qui stagnent et qui n'arrivent pas à progresser, ça peut être lié juste à cause de ce petit détail-là, par exemple. Donc j'espère que ça vous aidera. Maintenant que tu viens de voir à quel point les détails techniques sur un mouvement font énormément de différence, imagine si tu connais tous ces points sur tous les mouvements, à quel point tu peux devenir fort très rapidement. Et c'est là que tu comprends que la force, oui, mais la technique, c'est bien plus important. Moi aussi, je suis tombé dans le piège en regardant cette fameuse vidéo d'Eric Flag. Et plus je pratiquais, plus ce mensonge se confirmait. Car on répète bien trop souvent, mais attends, passe pas ce mouvement directement, maîtrise d'abord celui-là. N'apprends pas la maltaise, tu ne sais pas encore faire la full planche. N'apprends pas la planche, tu ne sais pas encore faire le back lever. N'apprends pas le back lever, tu ne sais pas encore faire 1 minute de gainage. Bref,
que des conneries. Alors oui, pour une extrême minorité de cas, il faut y aller étape par étape. Du genre faire d'abord la tuck, puis après la straddle et après la full, ou d'abord maîtriser le handstand et après faire le one arm handstand. Mais ça reste des cas très rares puisque 90% des mouvements de calisthenics ne nécessitent pas d'avoir une base avant, si ce n'est de savoir faire quelques pompes ou quelques tractions. Je vais vous prendre des exemples pour que ce soit plus parlant. À l'heure actuelle, je suis blessé sur le front lever et j'ai perdu toute ma force sur ce mouvement. Et donc je peux même pas faire une advance front lever. Par contre, j'ai toujours continué de bosser le one arm front lever. Et à l'heure actuelle, je peux faire des one arm full front lever, mais dès que je passe en advance à deux bras, j'ai plus de force. Simplement car les mouvements sont radicalement différents. Et pourtant, la plupart des gens vont te dire, mais avant d'apprendre le one arm front lever, il faut que tu apprennes le front lever. C'est complètement faux. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est la maltaise. Certains athlètes débloquent la maltaise avant leur full planche. L'autre jour, dans ma plateforme Level Up, j'ai justement fait intervenir un athlète qui nous disait qu'il avait débloqué sa première maltaise avant sa première full planche presse. Et il expliquait qu'il avait juste entraîné à fond sa maltaise et donc il avait débloqué sa maltaise. Et biomécaniquement, je peux même vous expliquer pourquoi. On va justement comparer la maltaise avec la full planche. En maltaise, tu vas engager tes pectoraux, là où tu ne les utilises pas vraiment en planche. Et spoiler, vu la taille des pectoraux, leur potentiel de force est vraiment énorme. Et donc ça va bien t'aider comparé à la planche. Ensuite, tes épaules seront positionnées en course moyenne externe, ce qui va énormément t'aider. Je vais t'expliquer pourquoi. En gros, nos muscles ont des propriétés élastiques, c'est-à-dire qu'il y a une élasticité musculaire qui se crée et on peut jouer avec, on appelle ça la résistance passive, et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de force. Donc, comment ça se passe? En fait, un muscle, donc pour prendre par exemple le deltoïde antérieur, quand il est comme ça, il va être justement en course plutôt interne, en course normale. Ce qui fait qu'en fait, on n'utilise pas du tout l'élasticité musculaire. A l'inverse, si vous mettez votre bras derrière ici, vous allez sentir en fait votre deltoïde antérieur qui force ici, comme si un élastique qui tirait dessus et qui créait littéralement une résistance. Par exemple, en back lever, il y a ça qui se produit. En semi-planche, pareil, il y a ça qui se produit. Et ça nous permet en fait de rendre les mouvements beaucoup plus faciles. Et il y a ça sur tous les muscles, une élasticité musculaire. Et donc en maltaise, on est beaucoup plus à jouer sur cette élasticité, et donc au niveau de notre épaule, ça nous aide à tenir. Comparé en planche où il n'y a pas du tout cette résistance passive. Et cette résistance est super importante pour justement nous donner plus de force. Et finalement, la maltaise nous demande beaucoup moins d'équilibre que la full planche, car notre bassin, notre centre de gravité est positionné beaucoup plus proche du sol. Toutes ces raisons montrent en quoi la maltaise est plus simple que la full planche. Mais attention, je ne dis pas que la maltaise est factuellement plus simple que la full planche, parce que je peux aussi donner plein de raisons qui prouvent que la full planche est plus simple que la maltaise. Mais c'est juste pour montrer que les deux mouvements sont radicalement différents et que chacun va avoir ses avantages et ses inconvénients. Alors oui, forcément, il y a des mouvements qui sont quand même plus durs que d'autres, et encore, ça dépend vachement des personnes. Mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il n'y a pas d'ordre d'apprentissage. Tu ne dois surtout pas attendre de maîtriser un mouvement avant de passer à un autre. Comme je l'ai dit, dans 90% des cas, ce sera une erreur. La force est plus dure que l'agilité. Mon Dieu, que c'est faux. Mais avant, si tu as du mal à progresser en calisthenics, que tu te sens un peu perdu par rapport aux connaissances qu'il faut avoir, que tu te sens un peu seul dans tes entraînements et que tu ne sais pas vraiment si ce que tu fais est bien, j'ai créé une plateforme de calisthenics où on est bientôt 50 membres actifs qui partagent leur progression, donnent des conseils et posent des questions. Il y a un espace formation absolument dingue où tu retrouveras tout ce qu'il faut savoir sur le calisthenics. Et tu pourras même assister à des lives inédits chaque semaine où je fais intervenir plein d'athlètes de calisthenics. Et tout ça pour le prix d'une magnésie liquide. À toi de voir ce qui, selon toi, te fera le plus progresser. Mais si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Et pourtant, tu as peut-être déjà entendu ça, car en France, on est quand même plus axé sur la force que sur l'agilité. Donc forcément, on n'est pas trop légitime à donner un avis honnête et rationnel. Mais pourtant, je vais te démontrer par A plus B que la force n'est pas plus dure que l'agilité. Mais avant, pense à t'abonner si ces mensonges t'intriguent. Premier argument, on peut apprendre le 360, le 540, le Geiger et quelques mouvements comme ça en quelques semaines, donc l'agilité, c'est facile. Première erreur, ces mouvements-là, ça reste vraiment la base, genre le niveau débutant.
En plus de ça, entre réussir à les passer une fois et réussir à les faire tout le temps, il y a un monde. Mais surtout, ce qui est dur en soi, c'est pas forcément de faire un mouvement, mais c'est d'enchaîner tous les mouvements dans un combo. Et ça, pour 99% des athlètes, ça prendra, quoi qu'il arrive, plusieurs années. Et là, j'en vois venir qui vont me donner le nom d'un athlète qui est devenu super fort en agilité en moins d'1 an. Mais l'exception ne fait pas la règle. En force aussi, on peut trouver des athlètes qui débloquent la full planche en quelques semaines et qui font des combos top monde en moins d'1 an. Mais c'est pas pour ça que c'est facile. Mais ça va bien plus loin, car le problème c'est qu'on a une mauvaise échelle de comparaison. Avant de faire des 720, des 900, des 1080, des 1260 en compétition, là aussi ça va prendre plusieurs années. Et pour preuve, on n'a jamais vu de 1080 en compétition, alors qu'on a déjà vu les meilleures performances au monde en force en compétition. Simplement car reproduire notre niveau maximum d'agilité en compétition, c'est presque impossible, parce que si on fait un seul fail, en vrai, on perd le battle. On est donc obligé de diminuer nos performances volontairement pour faire uniquement ce qu'on maîtrise à 100%. C'est pour ça que l'agilité en compétition peut paraître moins importante ou moins difficile que la force. Et je parle même pas du stress et de la peur qui sont un frein absolument énorme en agilité, là où en force, il y a zéro peur, et le stress au contraire, ça te donne moitié plus de force. Et finalement, le dernier argument, il y en a qui vont me dire qu'il y a des enfants de 12 ans qui sont en fait dans le top monde en agilité, alors qu'en force, c'est littéralement impossible qu'un enfant de 12 ans soit dans le top monde. Il arrive à peine à faire une full planche. Et là, justement, c'est faire une grosse erreur d'analyse génétique. Car en fait, la golden génétique pour l'agilité, c'est justement quand on est jeune. Quand on est léger, on est souvent plus résistant, et ceux qui ont des longs bras, j'en parle même pas, c'est littéralement des singes sur des barres. Mais par contre, l'agilité, plus on commence à vieillir, plus ça commence à être très difficile. Et lorsqu'on approche les 30 ans, il n'y a plus grand monde. Alors que la force, c'est tout l'inverse. On commence à pouvoir atteindre notre plein potentiel lorsqu'on arrive vers nos 18-20 ans. Et on peut continuer à évoluer et à atteindre notre prime jusqu'à nos 35-40 ans. Ce qui veut dire en fait que génétiquement, on a beaucoup plus de chances de devenir fort en force que de devenir fort en agilité. Toutes ces raisons font que pour moi, la force n'est pas du tout plus dure que l'agilité, voire elle est peut-être même beaucoup plus simple. Mais en réalité, on veut absolument comparer ces deux domaines alors que ça n'a rien à voir. On ne peut vraiment pas les comparer. Ce serait comme essayer de savoir quel est le plus dur entre la natation et la course à pied. C'est juste vraiment deux choses différentes. Oula, je sens que je vais pas me faire d'amis dans cette partie, mais ça tombe bien parce que je suis pas là pour ça. Aujourd'hui, le calisthenics est gangréné de sponsoring de compléments alimentaires qui sont en vrai pas fous. Et là, il y a deux cas de figure possibles. Le premier, c'est que les athlètes qui font ce sponsoring consommaient déjà ce genre de compléments alimentaires et donc les apprécient vraiment. Ils connaissent les bienfaits et savent pourquoi et comment les utiliser. Et dans ce cas-là, ça peut paraître logique d'accepter de faire ce sponsoring et d'avoir un petit revenu grâce à ça. Mais le deuxième cas qui est malheureusement majoritaire et qui, moi, personnellement, me dérange. C'est ceux qui vont faire du sponsoring de n'importe quoi du moment qu'ils sont payés le plus possible. Plus on va les payer, plus ils vont mettre le produit en avant alors que eux-mêmes ne l'utilisent pas vraiment, ils en ont rien à foutre du produit et ils savent qu'en vrai, ça sert à rien. Le problème de ça, c'est que c'est ultra malsain. C'est-à-dire que les athlètes qui font ça sont tellement dans le manque et dans le besoin qu'ils sont prêts à mettre en avant un produit qui est complètement nul. Tout ça pour gagner 100 € à la fin du mois. Waouh. Et à la limite, si ça leur fait plaisir, tant mieux. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils ne font pas évoluer le sport comme ça. Et j'irais même plus loin, ils sont en fait en train de perdre de l'argent. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est construire de la valeur. Construire quelque chose d'utile pour ce sport. Et là, ça ferait vraiment évoluer le calisthenics. Car pour revenir au mensonge, les compléments alimentaires sont importants. Et bah, bien sûr que non, c'est pas du tout important. Ça sert même quasiment à rien. On a l'impression qu'il faut absolument en avoir car tout le monde en fait la promotion et les athlètes de très haut niveau en utilisent tous. Non, c'est faux. Oui, ok, scientifiquement, la créatine va te permettre de mieux récupérer, mais sincèrement, ça va influencer ta progression de genre 0,0001%. Et encore, ce qui va vraiment jouer, c'est ce que tu fais dans tes entraînements, le programme que tu suis et la technique que tu as
sur tes mouvements. Le reste, c'est de la branlette intellectuelle. Donc s'il vous plaît, au lieu de vous faire avoir par le marketing en masse des compléments alimentaires, investissez ce que vous avez pour vous former, ce sera bien plus pertinent. Ah, celui-là, on l'entend souvent. Le fameux « je suis grand et lourd, donc j'ai une mauvaise génétique » en calisthenics. Effectivement, si c'est dans les extrêmes, ça peut devenir compliqué, mais en général, ça veut absolument rien dire. Ce qui compte vraiment, c'est ton rapport poids-puissance. Il y a tellement d'athlètes qui sont plus grands et plus lourds que la moyenne, et qui pourtant sont bien meilleurs que la moyenne. Et il y a deux raisons à ça. Le premier, comme je l'ai dit, c'est le rapport poids-puissance. Un athlète peut être grand et lourd, mais s'il a développé beaucoup de force et qu'il a justement la bonne technique sur les mouvements, eh bien il va manger tous les nains qui sont super légers, qui n'ont pas de force et qui n'ont aucune technique sur les mouvements. Et deuxième raison, la plus intéressante, c'est qu'il n'y a pas que la taille et le poids en facteur génétique. Car ce qui nous permet de forcer, ce sont nos fibres musculaires. Sans trop rentrer dans les détails, on voit qu'il existe plusieurs types de fibres musculaires. Les fibres de type 1, 2A, 2X et 2B. Les fibres de type 1 produisent peu de force mais se fatiguent très peu aussi, donc ils sont plus utilisés pour l'endurance. Les fibres de type 2X et 2B, ce sont l'inverse. Ils peuvent créer énormément de force sur un court instant, mais vont se fatiguer très rapidement. Donc c'est plus utilisé justement pour la force. Et les fibres de type 2A, c'est en gros entre les deux. Chaque individu aura justement une capacité naturelle, génétique, à plus ou moins utiliser certains types de fibres. Et aura aussi d'une manière génétique plus de fibres d'un certain type. Et ça a une influence génétique bien plus élevée que la taille ou le poids. Certains seront très bons en set and reps mais très nuls sur les mouvements de force. Et d'autres seront très nuls en set and reps mais très bons sur les mouvements de force. Et certains, même la majorité, même tout le monde en fait, on vacille entre les deux. Et ça, c'est en grande partie lié à nos fibres musculaires. Donc non, tu n'as pas besoin d'être petit et léger pour être fort en calisthenics. Il y a des choses qui sont vraiment plus importantes que ça. Verko Shankski, je n'arrive pas à prononcer son prénom. Ok, mais c'est lui que vous voyez en photo, eh bien il a démontré qu'il ne servait à rien de faire beaucoup de répétitions, beaucoup de volume pour développer sa force. Il explique que plus un muscle est soumis à une tension importante pendant un mouvement, plus il est sollicité pour se renforcer. Donc en gros, ce n'est pas la répétition d'une stimulation sur un muscle qui va le renforcer, mais l'intensité de cette stimulation. Pour reprendre une phrase que j'aime bien de Remus Lupin dans Harry Potter, c'est de la force des convictions que dépend la réussite, pas du nombre de partisans. Il y a 3 facteurs qui vont augmenter la tension mécanique. Donc la tension mécanique, justement, c'est ce qu'on recherche à avoir pour avoir plus de force. Le premier, c'est l'intensité. Plus l'effort est intense, plus il va nous demander de forcer, et donc on va solliciter un maximum d'unités motrices. Le deuxième, c'est le temps sous tension. Il faut justement que cette tension soit appliquée suffisamment longtemps pour qu'elle puisse créer des micro-déchirures. Car la croissance musculaire sera plus importante que lorsqu'on fait des mouvements rapidement ou sur une faible durée. Et le troisième, c'est le type de contraction musculaire. Pour faire simple, un mouvement excentrique, c'est lorsqu'on retient la descente d'un mouvement, exemple les négatives, c'est là qu'on va créer le plus de force. Les mouvements concentriques, c'est lorsqu'on remonte un mouvement, exemple qu'on remonte une push-up, c'est là qu'on va créer le moins de force. Et les mouvements isométriques, c'est lorsqu'on tient un mouvement sans bouger, là on se situe entre les deux. Donc en gros, faire de l'excentrique à une intensité élevée dans un temps sous tension suffisant est le meilleur moyen de développer sa force. Ou du moins, c'est bien plus optimal que le volume et la répétition. Ce 7e mensonge est selon moi le plus évident, mais je tenais quand même à le préciser. Effectivement, chaque athlète est plus ou moins avantagé sur un mouvement. Certains sont vraiment nés pour réaliser un mouvement, comme moi avec le One Arm Handstand, et d'autres sont vraiment nés pour ne pas réaliser un mouvement, comme moi avec la planche. Mais peu importe à quel point votre génétique vous influence, vous êtes tous capables de réaliser n'importe quel mouvement. Alors peut-être que votre génétique va vous empêcher de faire les performances du premier monde, mais elle ne vous empêchera jamais de faire un mouvement extrêmement difficile. Ce qui compte une fois de plus, je le répète, c'est la technique que tu vas avoir sur les mouvements. Une fois que tu comprends comment le mouvement fonctionne, il devient tout de suite beaucoup plus simple. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous souhaitez rejoindre la meilleure plateforme du calisthenics français, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Et sur ce,
Dawaj.